Amorina, rebonsoir. Vous êtes né le 26 mai 1978 à Rome. Votre père, Daddy, vous l'appelez dans votre bouquin, est américain. À la fin des années Woodstock, Flower Power, comme beaucoup de hippies de la même génération, il a trouvé refuge dans la communauté des enfants de Dieu. Votre mère a claqué la porte de Sciences Po à 19 ans et c'est sur le campus de Grenoble qu'elle a été recrutée par la secte. Daddy partira quand vous aurez 4 ans et il sera remplacé par celui que vous appelez papa, qui est en fait votre beau-père. Alors le mariage entre votre mère et papa est arrangé par la secte. Cet homme se montre rapidement un véritable tortionnaire pour vous et votre famille. Et le premier souvenir de votre vie, c'est une raclée pour que vous l'appeliez papa. Il vous frappe plusieurs fois, vous dites que votre boîte crânienne rebondit sur le mur, il vous donne des coups de ceinture et vous apprenez le goût du sang dans la bouche. Et ce n'est que le début. Ces raclées seront quotidiennes en plus. Oui, ritualisées par l'organisation du groupe. En fait, la violence, elle est mise en scène, elle est collective. Alors, effectivement, ce ne sont pas des pratiques isolées, elles sont dictées par le grand gourou de la secte, des enfants de Dieu, qui se fait appeler Moïse David, en fait il s'appelle David, ou Mo, ou Grand Pas pour votre génération. Lui donc dit à ses adeptes qu'il est normal de frapper ses enfants. Le tout, c'est de ne pas laisser de traces. Bah oui, parce que on vit dans une paranoïa organisée vis-à-vis des autorités ou de la civilisation extérieure, en fait. Donc, il y a une entreprise de dissimulation qui fait qu'on doit montrer une belle vitrine. Ouais. Donc, évidemment que l'enfant, il est dressé pour mentir et dissimuler ce qui se passe. Et également, il ne faut pas que ce soit une violence visible. Vous êtes frappé avec quoi? Tout, des paddles en bois, des tapettes à mouches, une fourchette, une casserole, un manche à balai, enfin... Ouais. Où l'enfant peut lui-même être soulevé et balancé contre des murs. Enfin, on nous cassait des meubles sur le dos. Ouais. Alors, autre pratique courante dans cette secte des enfants de Dieu, la pédophilie et l'inceste. Donc le premier souvenir de votre vie, c'est quand vous prenez la première raclée. Le deuxième, c'est qu'à l'âge de 4 ans, vous êtes obligé de faire une fellation à papa. Oui, c'était qu'une mise en bouche pour faire un vilain jeu de mots. Oui, c'était comme ça, hein, tout le monde le faisait. Il y avait un manuel édité avec le gourou et ses enfants autoproclamés. C'était une pratique qui se faisait, c'était une manière d'être dans l'esprit. Le plus terrible dans votre bouquin, c'est que vous dites « je m'y habitue rapidement ». Dans la mesure où c'est une réalité qu'on nous impose et qu'il n'y a pas d'autre référence, c'est évident que voilà, c'est comme ça, tout le monde y adhère, on suit. Hein, ouais. Alors, vous devenez, dès votre prime enfance, une esclave sexuelle à la merci des adultes qui vous entourent, lors de ce qu'ils appellent des sharings, enfin du mot share, partagé. Mais en fait, c'est quoi? C'est des gens qui partousent, en fait. Exactement. On dit que c'est pour l'amour de Dieu, on dit qu'on donne l'amour du Seigneur. C'était l'exploration de l'amour libre et de la libération sexuelle, mais en fait, c'était une fausse libération sexuelle. C'était sous une emprise et ça cautionnait en fait des abus de pouvoir. Alors, le résultat, évidemment, c'est que les enfants de la secte développent de véritables obsessions sexuelles. Et vous dites, à 4 ans, j'adore le sexe. Dans la mesure où c'est une activité qui est valorisée, oui, c'est quelque chose qui s'inscrit en moi. Ouais. Alors, cette secte, c'est aussi une secte proxénète, et le gourou organise ce qu'il appelle des flirty fishing, c'est-à-dire des pêches au flirt, qui en fait, il envoie les femmes du groupe se prostituer. Oui, c'est faire le jeu de la pute religieuse, en fait. On a un discours, mais l'activité reste la même. C'est-à-dire avec un enjeu lucratif ou de protection. Où, voilà, il faut toucher les bons poissons, des gros poissons si possible. Voilà. Oui, le gros poisson s'appelant un king. Un king, oui, c'est celui qui va vous octroyer des villas, des maisons, une protection vis-à-vis des autorités, un notable, quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, tous ces rapports sont consignés mensuellement, le nombre du flirt phishing, les sommes récoltées, etc. C'est-à-dire, tout ça, vous rendez des comptes, en fait, vous reportez
à des autorités. Oui, il y a une hiérarchie très cloisonnée, en fait, qui permet de contrôler tout ça, et finalement, ça s'apparente, oui, à une entreprise. Alors, il y a des conseils aussi sur leur look, sur les pratiques sexuelles, ce qu'il faut faire et pas faire. Mais le quotidien en entier est consigné, c'est ça, c'est du lever au coucher, c'est exactement paramétrer ce que vous devez faire, hein, ce que vous mangez, ce qui sort de votre bouche, et évidemment vos activités, ce que vous faites de votre corps, qui n'est même plus vôtre. Oui. Au sein de cette communauté, la natalité explose car la contraception est interdite. Hein. Donc tout le monde fait l'amour avec tout le monde, donc il y a plein d'enfants qui naissent, plus les enfants des poissons qui ont été pêchés, ce qui fait que votre mère se retrouve avec 9 enfants. Au final, pour eux, c'était des membres acquis à la cause, hein, gratuitement. Il n'y a pas de travail de déconstruction à faire. Hein, hop là, super, ça fait de nouveaux membres, c'est génial. Donc ça pondait à la chaîne. Alors, quand vous allez à l'école, évidemment, vous êtes obligé d'apprendre à mentir sur les coups, sur les marques de coups que vous pouvez avoir, même s'ils font très attention, sur les pratiques sexuelles de la secte, sur la malnutrition. Donc, à un moment, on vous apprend à inventer un menu. On vous dit, si on te demande ce que tu as mangé, voilà ce que tu vas raconter. C'est une entreprise de dissimulation, donc on présente quelque chose de nickel, hein, d'impeccable, insoupçonnable. Pour éviter d'éveiller les soupçons, le nomadisme est partie intégrante de la vie des gens de la secte. Ça vous déménagez énormément. Vu qu'on vit avec un degré zéro de possession, justement, on est délesté des biens matériels, on est délesté aussi de notre identité, de notre corps, etc. Et donc, dans cette paranoïa qu'il y a vis-à-vis des autorités, vis-à-vis d'une fin des temps imminente. Voilà, il y a aussi le côté apocalyptique de cette secte où, surtout nous les enfants, on vit dans une terreur et d'une mort imminente. J'étais pas censée grandir et devenir une adulte. Donc aucune projection possible. Alors voilà, jusqu'au jour où votre beau-père veut planter un couteau dans le ventre de votre mère enceinte, et là vous vous dites, jamais comme maman. Ouais, là, ça a été pour moi quelque chose de déclencheur. La scène s'est figée dans ma mémoire. Et c'est là où je me suis dit, mais je peux pas faire ce choix de vie. Vous avez quel âge à l'époque? 7 ans. C'est l'âge que j'ai sur la couverture. Comme vous, jamais comme maman. Oui, c'est quand même étonnant que vous ayez attendu autant de sévices. Je veux dire, pourquoi juste ce coup-là? Alors qu'on vous frappait, on vous violait, il y a quelque chose de plus qui a été un déclencheur.